What is up, family? We have another Patreon request. We got a compilation of the interesting series. Intéressant. David Costello. Je suis Suisse. Non. C'est lui? Comment dater un cadavre? Ah oui, ça c'est sa voix. Ça c'est son voix. Sa voix. Ça c'est sa voix. Ça c'est son voix. Eh ben merde. Both ways sound wrong. Ça c'est sa voix. Yeah, I think that's how you say it. Oh, I guess. Still sounds weird. How do you date a corpse? Vous rentrez de vacances et vous êtes content, sauf que vous trouvez votre grande-tante décédée dans la cuisine. Alors vous êtes soudain triste parce que votre grande-tante était quelqu'un d'assez sympa, mais comme vous êtes curieux, une question vous vient tout de même à l'esprit. Depuis quand est-elle morte? Eh bien, ne vous en faites pas, je suis là pour vous aider. Not who killed her. How long has she been dead? Quoi? Il existe plein de méthodes plus ou moins fiables pour dater un cadavre, comme par exemple prendre sa température, regarder la couleur de sa peau ou le toucher pour voir s'il est dur. Mais il y en a une qui est beaucoup plus intéressante. Quoi? La main et les bras et le cou, pas la bite. Quand ils sont durs, c'est pas la bite. Sa peau ou le toucher pour voir s'il est dur. Mais il y en a une qui est beaucoup plus intéressante à expliquer, c'est l'entomologie légale, c'est-à-dire l'étude des insectes qui colonisent les cadavres. Oh, I don't want to look at this. Ça, c'est dégueulasse. Le père de cette discipline, c'est un vétérinaire du 19e siècle qui s'appelait Jean-Pierre Mégnin et qui a écrit La faune des cadavres, un joli livre dans lequel il raconte des choses assez sympas. Nous avons procédé à l'examen d'une tête humaine coupée trouvée à la gare des marchandises de Bercy. L'une des idées clés de l'entomologie légale, c'est que, à température égale, les larves de mouches que l'on trouve sur les cadavres se développent à un rythme prévisible qui est propre à l'espèce de mouche à laquelle elles appartiennent. Alors, allons-y pour votre grande-tante. Oh my La première chose God. à faire, c'est de prélever sur son corps les larves des mouches qui y ont pondu et de les mesurer, 15 mm. Ensuite, il faut déterminer à quelle espèce de mouche ces larves appartiennent. Pour cela, il faut les mettre sur de la viande et attendre qu'elles deviennent adultes. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est important. En Mais l'occurrence, vous constatez qu'il s'agit de la mouche Calliphora vicina, qu'on reconnaît au fait qu'elle est bleue et qu'elle a des joues rousses avec des poils noirs dessus. Vous remarquez sur Météo France qu'il faisait tout le temps 15 degrés ces dernières semaines, et le tour est joué. Parce que l'on sait qu'à 15 degrés, il faut 5 jours aux larves de Calliphora vicina pour atteindre la taille de 15 mm. Quand vous l'avez trouvée, votre grande-tante était donc morte depuis au moins 5 jours. Alors le lendemain, dans le cortège funèbre qui l'emmène au cimetière, vous laissez aller vos larmes, mais vous êtes tout de même un petit peu content d'avoir appris quelque chose. Oh, that's fucking nasty, man. My God. What makes people tip? Ah ben voilà. Ben, it does say compilation. Eh ben, dis donc. C'était une vie de 3 ou 4 minutes avec la pauvre tante. Et ben voilà, elle est morte 5 jours. Personne s'en fout qui elle a tué, mais voilà, elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qui fait qu'on donne des pourboires? Ouais, over here because you're forced to. Les États-Unis sont un pays assez étrange, peuplé de gens qui disent tout le temps "Oh my god, I can't believe it" et de voitures avec des roues inutilement grandes, mais c'est aussi le pays du pourboire. En gros, en Amérique, lorsque vous allez dans un restaurant, vous êtes obligé de donner un pourboire au serveur. Pourquoi? Eh bien, entre autres parce que le pourboire y est considéré comme You could actually leave no tip. It's not, you don't have to. You don't have to. Some restaurants include it in the tip. So there's nothing you could do then. But the ones that don't include it, you don't have to leave a tip. I mean, if the waiter or waitress really sucks, you don't have to leave a tip. un système méritocratique. Puisque théoriquement, plus un serveur est gentil, genre il vient toutes les 10 minutes vous demander "Ça va, tout se passe bien? Vous voulez pas un peu de... Non?" Plus Et ma mère déteste ça. Parce que on a une bonne conversation.
Pourquoi je peux pas? Conversation. Et tu attends. Oh, is everything good, people? Is everything okay? Do your drinks need a refill? And you're like, ta gueule, on parle. On parle ici, OK? Alors, ma mère déteste ça. Ben oui, c'est vrai. Il retourne, il retourne, il retourne. Et le pain, tu veux plus de pain? Et de l'eau, tu veux plus de l'eau? Et un autre vin? Ouais. Vous allez lui donner un pourboire élevé. Mais Ouais. alors la question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les meilleurs serveurs reçoivent de meilleurs pourboires? Et quand allons-nous répondre à cette question? Non. Bah tout de suite. The answer is definitely no. L'une des personnes qui a étudié cette question, c'est Michael Lynn, professeur de psychologie à l'université de Cornell et l'un des spécialistes mondiaux du pourboire. Michael a passé beaucoup de temps à faire 3 choses. 1. Demander aux clients qui sortaient des restaurants de mettre des notes à leur serveur. 2. Comparer ces notes au montant du pourboire que les clients avaient laissé. Et 3. Utiliser tout ça pour faire des statistiques. Grâce à ça, Michael a découvert 3 choses. La première, c'est que le pourboire est tristement discriminatoire. Par exemple, les serveurs noirs reçoivent en moyenne moins de pourboire que les blancs et les serveuses brunes reçoivent moins de pourboire que les blondes. Deuxièmement, la performance est... Et les noirs get bigger tips from les noirs. Et les noirs give shittier tips to the white waitresses. Eh oui, he forgot to mention that part. He forgot to mention that part. I can't stand one-sided racism. You know what I mean? I can't stand one-sided racism. It just irks me. You know what I mean? Because I know a lot of black people, and they've admitted, they've told me, straight up told me, it's reverse racism. It's, oh no, ils sont blancs, alors I give them less. If it's what they say, if it's my sister or my bro serving me, then I give them more. But to be fair, I've also had black waitresses tell me, oh, it's the worst when I have to serve a black table because they're the shittiest tippers. Yep. You got black people saying that. Yeah. C'est vrai. C'est vrai. They say it. Ask them. Ask them. très peu récompensés. Les pourboires des serveurs qui ont une très bonne note ne sont généralement que 3 à 4% plus élevés que ceux des serveurs qui ont une note moyenne. Et troisièmement, malgré tout, la moitié des serveurs américains restent persuadés à tort que le pourboire récompense les meilleurs d'entre eux, ce qui les incite à être très gentils avec les clients. Donc en somme, les grands gagnants du système de pourboire américain, ce ne sont pas les serveurs, mais les clients. Quant au système le plus juste, c'est peut-être le nôtre, puisque les serveurs y sont payés correctement, qu'ils fassent du zèle ou non. Ça se passe bien ? Vous voulez... Non, toujours. D'accord. J'arrête alors. I saw a video once of a comedy where the French waiter was being the biggest asshole. He didn't give a shit. He threw the baguette on the table. Hey, voilà ton baguette de merde. Shit. Because he didn't, and they were showing because he didn't give a shit. No matter what, he's getting paid. Tip or no tip, he doesn't give a shit. So yeah, I remember that. C'est drôle. Intéressant. Sommes-nous tous égaux face au moustique ? Le moustique tue. Paludisme, il tue. Fièvre jaune, il tue. Chikungunya. Mais avant de tuer, il peut aussi provoquer des nuisances moins définitives, comme celle de transformer une douce nuit d'été en cauchemar. Mais il y a quand même quelque chose de chelou avec les moustiques, c'est qu'on dirait qu'on n'est pas tous égaux devant eux. Ah là là, mais c'est dingue, mais moi je me suis fait bouffer toute la nuit, quoi, j'en peux plus. Ah ouais ? Moi pas du tout, hein, c'est dingue. Ouais bon, bah ta gueule. Oui, mais c'est vrai, ça c'est aussi vrai, oui. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment certaines personnes se font piquer plus que d'autres ? Oui. Bah on va voir, c'est bon, 2 minutes quoi. Ils sont pressés les gens, c'est dingue. Je crois que c'est vrai, oui. And the answer is... Et la réponse, c'est bien sûr oui. Des études en laboratoire ont montré que certaines personnes étaient systématiquement plus piquées que les autres. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi ? Eh bien, pour faire simple, pour 3 raisons.
Premièrement, le groupe sanguin. Une étude menée en 2004 par des chercheurs japonais a montré que le moustique tigre, l'une des principales espèces de moustiques qui nous piquent, avait une préférence pour le groupe sanguin O, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc si vous êtes A, B ou AB, bravo, vous avez plus de chances d'être épargné. Deuxièmement, la corpulence. Les moustiques détectent leur proie en partie grâce au CO2 qu'elles rejettent en respirant. Donc plus on est grand et gros, plus on en rejette et donc plus on est détecté. C'est sans doute pour cela que les enfants sont en moyenne moins piqués que les adultes, et c'est en partie pour cela aussi que les femmes enceintes ont tendance à plus attirer les moustiques. Donc si vous voulez être moins piqué, cessez de respirer, maigrissez ou renoncez à avoir des enfants. Troisièmement, la couleur des vêtements. C'est contre-intuitif, mais les moustiques voient particulièrement bien les couleurs sombres. Donc habillez-vous autrement ou arrêtez de nous embêter. Et enfin, une étude menée en laboratoire a montré que les moustiques se posent plus volontiers sur les gens qui ont bu de la bière. Peut-être d'ailleurs parce que Ah, peut-être ça, c'est le problème. Intéressant. ces gens dégagent un petit peu plus de CO2 que les autres. Donc arrêtez de boire de la bière et buvez de l'eau pétillante comme une personne respectable. Quant à savoir pourquoi est-ce que nous sommes souvent piqués sur les chevilles et les pieds, c'est probablement parce qu'on a tendance à moins remarquer les moustiques qui se posent à ces endroits. Voilà, ça a pas pris tant de temps que ça, je te jure. En 2008, j'ai vécu 1 an aux États-Unis et j'ai remarqué plein de tendances bizarres qui ne sont arrivées en France que plus tard. Comme par exemple les choses sans gluten qui étaient déjà partout, comme Netflix, qui à l'époque consistait à recevoir des DVD par la poste, mais surtout j'ai remarqué que beaucoup de gens, en particulier des jeunes femmes, parlaient avec une voix qui ressemblait à une sorte de rot permanent. Kind of like my, motto. And he totally complimented you. What you want and what you get, what you want and what you get. Alors je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les Américains se sont mis à parler avec cette voix qui grésille? Eh bien, nous allons étudier cela immédiatement. The women that he just showed that do that. I mean, show me a man that does that. Cette façon de parler comme si chaque mot était un rot a un nom scientifique, le vocal fry. Ah ben, il a dit les femmes, alors never mind. En français, friture vocale. Et il se produit notamment lorsque des gens qui ont une voix aiguë essayent de parler avec une voix plus grave. Vous pouvez d'ailleurs essayer ça vous-même chez vous. Par exemple, là je parle normalement, mais si j'essaye de baisser ma voix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça fait comme ça... Mais alors... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une bêtise. Ah, c'est vrai. D'où ça vient? Eh bien, les premières études qui mentionnent le vocal fry datent des années 60. Non pas aux États-Unis, mais en Angleterre. À l'époque, il est plutôt masculin et associé à un parler châtié de la haute société. Exemple, it is of the uttermost importance to be aware of those things. Aware. Mais à partir des années 2000, des linguistes américains ont cru remarquer que le vocal fry était en train de devenir la façon de parler préférée des jeunes filles. 2/3 des filles de leur échantillon avaient une friture vocale, contre seulement 15% pour les garçons. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs explications, mais l'une des plus souvent citées, c'est la suivante. La plupart des études montrent que les gens qui parlent avec une voix grave sont généralement perçus comme ayant plus de pouvoir et d'autorité que les gens qui parlent avec des voix aiguës. Ce qui s'est passé, c'est peut-être que les femmes, à mesure qu'elles sont entrées massivement dans le monde du travail, ont eu tendance à abaisser leur registre pour apparaître comme plus crédibles. Et on l'a vu, quand on abaisse trop sa voix, on tombe mécaniquement dans la friture vocale. Un peu comme moi à la fin de mes phrases. Pourtant, il semble que cette méthode ne soit pas très bonne, puisqu'une étude au moins a montré que les filles qui parlaient avec une friture dans la voix étaient perçues comme moins compétentes que les autres, alors que pour les hommes, cela ne changeait pas grand-chose. That is unfair, okay? It's totally unfair. Totally unfair. Totally. C'est intéressant. Quel est le métier le plus dangereux aux États-Unis? Ah, ça, je sais. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Thought I knew. Oh, I mean, I was told it's oil, the people that work in the oil rigs, but in the ocean. The ones who have to put those oil rigs in the ocean. But I know he's not going to say that. I know he's not going to say that.
Les Américains ont beaucoup de qualités, et parmi elles, celle de compiler beaucoup de statistiques. Énormément de statistiques. Or, les statistiques, c'est un chemin assez recommandé lorsqu'on veut se rapprocher de la vérité, et notamment quand on veut savoir quel est le métier le plus dangereux. Eh bien, selon ces statistiques analysées par le journal USA Today, le métier le plus dangereux aux États-Unis, c'est bûcheron. Ah oui? No. More than an oil rig? Chaque année, les bûcherons lumberjack? américains ont 0,1% de chance de mourir au travail. Le deuxième métier le plus dangereux, c'est pêcheur, 0,08% de chance de mourir, suivi de pilote d'avion, Pilote? 0,06% de chance, et de couvreur, 0,05%. Et pourtant, il y a un métier plus dangereux encore aux États-Unis. Non, si, hein. Et c'est quoi alors? Président de la République. Ah ouais? Ouais. Intéressant. Pêcheur, oui. Ça, c'est vrai aussi. That's very dangerous. But telling you, man, oil rigs in the water, extremely dangerous working on those damn things. Et oui, encore une fois, il suffit de regarder les statistiques. Si on ne compte pas Joe Biden, 44 personnes ont été présidents des États-Unis depuis 1789. Et sur ces 44 personnes, 4 ont été assassinées. Il y en a un qui est super connu, Kennedy en 1963, un qui est un tout petit peu moins connu parce que c'était il y a longtemps, Lincoln en 1865, et 2 qui sont pas du tout connus. Ah bon, lesquels? Eh bien, un, Garfield, assassiné dans une gare à Washington par un type taré, déçu de ne pas avoir été embauché par ses services. Pour l'anecdote, Garfield est resté en vie 79 jours après s'être fait tirer dessus. Il est probablement mort en partie parce que les médecins ont mis leurs doigts tout sales dans ses plaies pour essayer de trouver la balle. Et 2, McKinley, assassiné en 1901 par un anarchiste. 4 sur 44 en 231 ans, ça fait que les présidents américains ont 1,73% de chance d'être tués par année de mandat. Donc être président des États-Unis, c'est statistiquement 17 fois plus dangereux que d'être bûcheron. En France d'ailleurs, c'est quand même assez dangereux aussi. Il y a eu 25 présidents de la République depuis 1848 et il y en a 2 qui sont morts assassinés. Sadi Carnot en 1894 à Lyon, poignardé par un anarchiste italien alors qu'il se rendait à une fête. Il y a encore aujourd'hui une dalle rouge à l'endroit où il a reçu le coup de couteau. Et Paul Doumer, abattu par un Russe en 1932 dans un salon littéraire à Paris. Et ça fait quand même que les présidents français ont 1,38% de chance d'être assassinés par année de mandat. Donc franchement, réfléchissez un peu avant de vous présenter à la prochaine élection. What about attempted assassinations? Wouldn't that bring up the percent a little bit of danger? Intéressant? Non? Les buissons qui roulent sont-ils sympas? C'est énigmatique comme question, hein? Vous en faites pas, vous allez aimer. Vous avez déjà regardé des films américains? Oui! Alors vous avez forcément vu ça. Resident Evil, of course. Des buissons sphériques pleins d'épines qui roulent sur des paysages déserts et qui ont fini par signifier au cinéma « Nous sommes dans une contrée sauvage où les hommes vivent des vies courtes et difficiles ». En anglais, ces buissons, on appelle ça des tumbleweeds. En français, des virevoltants. Oh, des virevoltants. Oh là là. Le truc, c'est que ces buissons n'existent pas que dans les films. Ils existent aussi dans la vraie vie, et dans la vraie vie, ils sont beaucoup moins sympas que dans les films. Ouais, c'est vrai. They don't really roll all over the place. Le virevoltant, au départ, c'est une plante qui, pour se reproduire, a trouvé l'idée trop sympa de se laisser mourir. Du coup, elle devient toute sèche et toute légère, le vent la détache de ses racines et elle roule partout, en semant au passage des milliers de petites graines qui donneront autant de petits virevoltants, et ainsi de suite. Jusque-là, pourquoi pas, c'est sympa. It usually gets stuck, though, in something. In a movie, it just rolls perfectly. In real life, it usually rolls and then it's stuck. En réalité, non. Les virevoltants aux États-Unis, c'est un fléau national, et ce pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont tendance à s'agréger les uns aux autres pour former des montagnes de buissons pleins d'épines qui peuvent ensevelir des villages entiers et nécessiter qu'on les enlève un par un pendant des heures. La seconde, c'est que les virevoltants sont incroyablement inflammables. Quand il fait chaud et sec, ils peuvent prendre feu et devenir des sortes de boules de l'enfer qui propagent les incendies. Et enfin, il y a une troisième raison qui aggrave les 2 autres, c'est que c'est impossible de s'en débarrasser. Une seule graine oubliée dans un champ une année suffit à créer des milliers de virevoltants l'année suivante. What the hell? I've never seen videos like this. Et en plus, les virevoltants ont une grande capacité à s'adapter aux herbicides. Comme le dit le journaliste C.J.P. Gray dans le sujet qu'il y a consacré, cela fait presque 200 ans que le gouvernement américain lutte contre les virevoltants, mais sans succès. Donc la prochaine fois que vous voyez un tumbleweed traverser l'écran dans un film américain, trouvez-le photogénique si vous voulez, mais ayez une pensée pour ceux qui doivent en affronter la version réelle.
Oh my God. I didn't know that. Wow. Pourquoi les camions américains ne ressemblent pas aux camions français? That's a good question. Oh, you're talking about the 18-wheelers? I always wanted to know that as well. And you guys have, what I noticed in Europe, you have an extra set of wheels. Like we have 18-wheelers, but I think if you do the math in Europe, it's like 22 wheels. Like I've noticed extra in the back, 3 wheels. 3 wheels, 6, 12 wheels just on a trailer. But the front of the Quand truck, j'étais petit, totally different than us. Not even close. We got some beautiful trucks, I gotta say. Have you ever seen a beautiful Kenworth 18-wheeler truck with the bed so the truck driver could go to sleep in? I mean, very beautiful trucks. je regardais un dessin animé américain qui s'appelait Mask, dans lequel des justiciers se déplaçaient dans des véhicules qui devenaient, lorsque la situation l'imposait, des armes de guerre. Mon véhicule préféré de Mask, c'était ce camion rouge, typiquement américain, dont les pots d'échappement latéraux se baissaient pour devenir des canons. Nice. Pourtant, quand je voyais des camions sur les routes de France, ils ne tu vois, I was right. 1, 2, 3. That's right. ressemblaient pas du tout aux camions de Mask. Leurs pots d'échappement étaient invisibles et surtout, ils avaient le visage tout plat, ce qui est infiniment moins classe. Mais alors, pourquoi les camions américains sont-ils si différents des camions français? Air. See, this is horrible aerodynamics. Horrible. Thus, your gas mileage will be shit. Where this, you see this and this, see, that's all to take the air and just have it go over the vehicle rather than press up against it and try to stop it. You understand? Tu comprends? I'm teaching you. Just letting you know, though. I bet if he doesn't say that's the reason. Let's see what he says. Eh bien, 35 ans plus tard, j'ai décidé de répondre à la question. And the answer is... La première raison qui explique cette différence, c'est la loi sur la taille des camions. Aux États-Unis, les camions peuvent avoir la longueur qu'ils veulent. Les Américains n'ont donc aucune incitation à faire des camions plus courts et ils peuvent donc mettre le moteur devant la cabine. Mais en Europe, la plupart des pays stipulent qu'un camion et sa remorque ne peuvent pas faire plus de 16 mètres et demi, chargement compris. Il est donc très avantageux de réduire la taille des camions parce que cela permet d'avoir des remorques plus longues tout en restant dans la limite des 16 mètres 50. Du coup, on met la cabine par-dessus le moteur et le camion est plus court. Bro, you have to say something about the aerodynamics and gas mileage. I'm telling you, it's got nothing to do with size of a truck for us. This is built for aerodynamics. This is definitely not. Come on, you gotta mention it. Deuxièmement, les camions européens à visage plat ont besoin de moins d'espace pour tourner que les camions américains. Or, pouvoir tourner sur des espaces réduits, c'est beaucoup plus important dans les agglomérations européennes où les routes sont en moyenne plus étroites qu'aux États-Unis. Personnellement, je suis moins triste depuis que j'ai compris tout ça, et de toute façon, je me console avec les nouveaux camions électriques ultra modernes de Tesla, tout en rondeur du futur, et qui sont encore plus classe que les camions de Musk. Didn't even mention it. I'm telling you, it's a lot has to do with aerodynamics and gas mileage to save ça. Et maintenant, intéressant. Comment l'avortement a-t-il été légalisé aux États-Unis? Oh shit. You just had to go right into that question, huh? A question no one wants to talk about. Les États-Unis ont légalisé l'avortement en 1973, soit 2 ans avant la France, par un jugement de la Cour suprême qui s'appelle Roe versus Wade. En français, Roe contre Wade. Roe et Wade, ce sont des gens. Henry Wade, c'était le procureur du premier tribunal qui a jugé cette affaire, mais derrière le nom de Jane Roe se cache une histoire de dingue que je vais à présent vous raconter.
Jane Roe, c'est le pseudonyme d'une dame qui s'appelait en réalité Norma McCorvey. My name is Norma McCorvey, aka Jane Roe. En 1965, Norma a accouché d'un bébé, mais elle n'en voulait pas, donc elle a cédé la garde de l'enfant à sa mère. 2 ans plus tard, en 1967, elle est tombée enceinte une nouvelle fois et elle a cédé son enfant à l'adoption. En 1969, elle est tombée enceinte une 3e fois et cette fois-ci, elle a voulu avorter. Mais See, this is a woman, in my opinion, who should go and get a dictionary and look up the word contraceptives. That's what she should look at. Contraceptives. It's called a caput. Condom. She should, or birth control pills. See, that would have probably helped this woman a lot. But I guess she just didn't have the intelligence to look that up and do a little research. Say, you know what? I think there's a way you can have sex and really, really, really lower the risk of having a baby. By 99%. I should probably look into that. elle habitait au Texas où l'avortement était illégal. Ouais, Elle a donc fait appel à des avocats qui ont porté son procès jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et en janvier 1973, la Cour a légalisé le principe de l'avortement. I never want to know that another woman has gone through the fear and the sadness that I went through. Pour Norma, c'était trop tard. Elle avait déjà accouché et confié une nouvelle fois son bébé à l'adoption. Mais le plus intéressant, c'est peut-être ce qui s'est passé après. Après le jugement, Norma est devenue le visage de la lutte pour l'extension du droit à l'avortement aux États-Unis. Et puis, en 1995, coup de théâtre. Norma a retourné sa veste et elle est devenue l'un des visages de la lutte contre le droit à l'avortement. I realized that my case, which legalized abortion on demand, was the biggest mistake of my life. On a appris depuis que Norma avait reçu de l'argent des 2 camps pour être la porte-parole de leur cause. Et il semble qu'au fond, elle n'ait pas été très intéressée par la question du droit à l'avortement. Quelques années avant sa mort, elle a d'ailleurs avoué que ce dont elle avait besoin, c'était que les médias s'intéressent à elle. Quant à ses 3 enfants abandonnés, ce sont toutes des filles qui ont aujourd'hui une 50aine d'années et qui se sont toutes les 3 prononcées en faveur de l'avortement, même si ironiquement, elles doivent leur existence au fait qu'il ait été interdit à l'époque. Je vous avais promis une histoire de dingue, j'espère que vous n'avez pas été déçus. C'était un peu dingue, ça. She flipped the script at the end. But for me, yeah, I'm not getting into that. That's a political, you start a political war by daring to give your opinion. But I mean, for me, it's no man should have the right to tell a woman what to do with her body. No, I that's a tough one for me. So, that's a tough one. Peut-on respirer par les fesses? What? What? Peut-on respirer par les Are you shitting me? fesses? Literally? Personnellement, j'adore respirer. C'est facile, c'est agréable et ça permet notamment de rester en vie. Malheureusement, quelquefois, les gens n'arrivent plus à respirer, ce qui provoque leur décès. D'où la question éminemment importante du point de vue de la santé publique, peut-on respirer par les fesses? I mean, your lungs. I mean, it's the lungs that need the air. Unless your ass can get air to the lungs. Les poumons. Bon, il faut déjà noter que certains animaux en sont parfaitement capables, comme par exemple les tortues. L'hiver, lorsqu'elles sont dans des étangs dont la surface est gelée, les tortues sont bloquées. Elles activent alors leur anus qui parvient à extraire l'oxygène contenu dans l'eau. Récemment, une équipe de chercheurs menée par un monsieur japonais Tu vois, I learned something today that's very, very valuable, and I'm going to look very smart the next time I'm in a dinner, at dinner with my friends. Let me ask you guys something. Did you guys know a turtle can activate its anus and start breathing through its asshole? They're all going to say,
no. And I'm going to say, well, now you do. And you can thank me for that very important information. Qui s'appelle Takanori Takebe, s'est dit « Attends, mais si les tortues peuvent faire ça, pourquoi pas d'autres animaux? Comme par exemple, je sais pas, Moi. les souris ou les cochons. Hein ?» Takebe a donc fait l'expérience suivante. Il a pris des souris et des cochons et il les a mis à l'intérieur d'une boîte dans laquelle il n'y avait pas assez d'oxygène. Oh, that's very nice. Very nice. Rapidement, les souris et les cochons ont été en état d'insuffisance respiratoire, ce qui aurait fini par provoquer leur mort. Mais à ce moment-là, Takebe leur a mis dans les fesses un liquide contenant une grande quantité d'oxygène. Résultat, les cochons ont rapidement retrouvé des couleurs et les souris ont recommencé à marcher. La conclusion est sans appel, les cochons et les souris peuvent respirer par les fesses. Mais alors, est-ce que les êtres humains aussi pourraient le faire? Eh bien, selon Takebe, oui, bien sûr. Et il espère même commencer des essais cliniques prochainement. Personnellement, j'adore respirer et je me réjouis donc que les frontières de la respiration soient en train de s'étendre. And if you breathe through your ass, wouldn't the air stink? It's a valid question. It's a valid question. A valid question. You're like, damn, your breath is kicking. Well, yeah, man, I breathe through my ass. What do you expect? Oh shit, these videos, man. Okay, that was. I mean, look, j'adore David Costello. Il est excellent. Man, this is a good one. I didn't even know he did things like this. I had no idea he made videos like this. That's excellent. Compilation of interesting things. But tu vois, it's very interesting what you learned today. Very important information. I tell you. Next time you go to the hospital and they say, listen, if you're the wife or you're listening or the husband's listening and they say, listen, your wife not going to make it, man. She needs a lung transplant now or she's going to die. You just say, hey, just make her breathe through her ass, man. Just make her breathe through her ass. Doc, I'm serious. It'll work. Because, you know, a doctor's going to say, est-ce que t'es con? No, man, c'est vrai. Let me show you the video. Let me show you the video. Look, David Costello. Look, regarde ça, le cochon et son cul. Regarde. Tu vois? And maybe the doctor will listen to you and you'll save your wife. You never know when information like this becomes very, very important to know and to share with others. Okay, just making sure we're on the same page. Okay, voila. David Costello. Lopez. Interesting. Intéressant. Violation. Excellent video. Take care. Peace out. À la prochaine.